Bon, bonsoir les amis. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Partagez la vidéo. Je vais essayer d'être relativement bref ce soir. Je ne vais pas trop bavarder. Voilà, et j'intitule le direct de ce soir Nous aimons trop notre peuple pour le prescrire l'esclavage ou la servitude. Ce que je voudrais dire simplement aux Africains, c'est que notre façon de voir le monde est problématique. Est-ce que véritablement nous voulons nous en sortir? Parce que, encore une fois, nous avons dit dans notre dernier direct que nous n'avons pas besoin, encore une fois, de passer en revue l'ensemble des problématiques qui sont les nôtres, mais nous interroger sur comment arriver à résoudre le problème africain et ensuite à aller vers la reconstruction du continent. Quels sont les secteurs, les domaines dans lesquels nous devons absolument travailler pour remettre le continent à flot? Et comment est-ce que nous allons travailler, quelle est la voie à suivre pour pouvoir remettre le continent à l'endroit et entamer sa reconstruction. Donc voilà le grand défi qui nous attend et nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme des enfants dans l'histoire et nous ne pouvons pas continuer à imaginer que puisque le combat libérateur est difficile et douloureux, il vaut mieux rester dans la servitude. Il vaut mieux rester dans notre état d'esclave. Il vaut mieux rester très petit dans l'histoire. Il vaut mieux ne pas prendre de risques et donc restons dans notre position d'esclave. Et puis espérons qu'avec le temps, le maître regagnant son humanité perdue, son humanisme perdu, retrouvant son cœur d'homme qu'il a perdu, eh bien, il va retrouver ses esprits et va mieux nous traiter. Donc, dans cette logique-là, il y a un certain nombre de compatriotes qui sont en train de vouloir que la situation reste telle qu'elle et puis qu'on ne bouscule pas trop les choses parce que nous risquons de payer un lourd tribut pour notre libération. Et c'est en cela que je voudrais qu'on essaie d'examiner quels sont les chemins de l'histoire. Voilà, les chemins de l'histoire. Quelles sont les règles qui gouvernent l'histoire et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des peuples se retrouvent dans une situation de faiblesse énorme, les obligeant parfois à prendre les responsabilités ou à ne pas les prendre. Et puis, quelles sont les conséquences de l'attitude des peuples, selon qu'ils soient révoltés ou non face aux injustices qu'ils subissent. Et puis, quelles sont les conséquences découlant du fait que les peuples prennent ou pas leurs responsabilités. Donc, je pense que une des clés de l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple ne s'appartient pas, et s'appartenir, ça veut dire beaucoup de choses, lorsqu'un peuple ne s'appartient pas, il n'est plus acteur de l'histoire. Voilà. Donc, lorsqu'un peuple est tombé sous la servitude d'un autre et qu'il a perdu sa liberté, la maîtrise de soi-même, de son espace, de ses richesses, de ses biens, de son environnement, de son être, de son identité, de son âme, eh bien ce peuple définitivement devient l'objet de l'histoire et non un sujet de l'histoire. Ça veut dire que ce peuple subit les épreuves et les épisodes de l'histoire, il n'a plus la maîtrise des événements, il ne contrôle plus la situation, ce peuple devient un peuple contrôlé de l'extérieur. Et c'est ce qui nous arrive, parce que nous avons perdu à la fois la maîtrise de notre espace, mais avant de perdre la maîtrise de notre espace, nous avons d'abord renoncé à nous-mêmes, et puis la conséquence de cette perte de la maîtrise de notre espace, c'est que notre perte identitaire, notre déclinaison identitaire s'est approfondie. Parce qu'à partir du moment où l'étranger a mis la main sur le territoire africain, il a remodelé, il a changé, et l'étranger a fait en sorte que les Africains deviennent des objets de l'histoire, c'est-à-dire des peuples qui, sur leur propre territoire, sont esclavagisés, sont dominés et qui travaillent dans l'intérêt de leurs dominateurs.
Donc, depuis notre pensée jusqu'à sa matérialisation par la langue, nous avons complètement été modifiés, nous avons été complètement reconfigurés. Nous sommes dans une situation où nous sommes devenus un peuple reconfiguré, comme un ordinateur qui a été déprogrammé pour être reprogrammé ensuite dans une logique bien précise. Et les résultats que les Africains produisent aujourd'hui dans l'histoire, dans le monde, traduisent très clairement cet état de reprogrammation mentale qui est le nôtre. Donc, il faut garder encore une fois à l'esprit que l'une des premières règles qui gouvernent l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple ne s'appartient plus, lorsqu'un peuple ne maîtrise pas son espace, lorsqu'un peuple a perdu son identité, donc son âme, ce peuple devient un outil au service des autres. Et c'est ce que les Africains sont en train de faire jusqu'à présent. Deuxième règle de l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple est tombé sous la maîtrise d'un autre, lorsqu'un peuple devient un instrument d'un autre peuple, ce peuple ne peut véritablement s'exprimer de nouveau, ne peut véritablement s'assumer de nouveau que si ce peuple a pris ses responsabilités, que si ce peuple a accepté se voir tel qu'il est pour assumer ses responsabilités. Et donc, lorsqu'un peuple tombe sous la domination d'un autre peuple, l'histoire lui prescrit absolument l'obligation de se redresser, de faire le point pour briser les fers qui sont les siens, condition sine qua non de la renaissance de ce peuple-là. Et c'est clair que cette entreprise de libération et de reconstruction, de renaissance, est quelque chose qui a un coût énorme. C'est pour ça que nous devons calculer froidement ce que nous perdons lorsque nous nous engageons dans l'entreprise de notre libération et ce que nous gagnons en nous inscrivant dans cette logique de libération. Et puis, ce que nous perdons si nous n'agissons pas. Qu'est-ce que nous perdons si nous n'agissons pas? Qu'est-ce que nous perdons si nous ne prenons pas nos responsabilités? Quelle sera notre situation si nous ne prenons pas nos responsabilités? Si nous ne prenons pas nos responsabilités, ça veut dire que la situation de colonisation, de souffrance, de misère, de maltraitance, d'inconsidération, de déclassement dans laquelle nous nous trouvons va s'accentuer. Et nos enfants vont retrouver aussi, vont jouir du statut d'esclave que nous traînons et que nous allons leur léguer de manière très claire. Donc, les lois de l'histoire obligent un peuple dominé à assumer ses responsabilités, à s'organiser absolument et à décider de briser ses fers. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est ce que le Motra essaie de faire comprendre à notre peuple depuis des années maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à une lutte de libération. Donc, toutes les solutions que nous sommes en train d'imaginer, que l'histoire n'indique pas au peuple, nous devons absolument les abandonner. Nous devons absolument renoncer à ces solutions faciles, à ces solutions que nous pensons être des solutions qui vont nous amener à une sortie de notre état de servitude, d'esclavage, pour nous amener dans un état de mieux-être et de renaissance. Les Africains doivent absolument faire l'effort de sortir de ces solutions prêtes à porter, de ces fausses solutions qui n'ont conduit les peuples dominés qu'au cimetière, qu'à leur dernière demeure. Voilà la réalité crue, la vérité crue, elle est là. Elle est là. Donc les Noirs doivent retrouver les règles qui font l'histoire. Les règles
qui sont des règles incontournables de l'histoire, les Africains doivent les découvrir. Sinon, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative possible à une lutte de libération qui aboutit. Voilà la vérité crue. Donc, comme nous aimons trop notre peuple, nous ne pouvons pas lui prescrire de rester silencieux. Nous ne pouvons pas prescrire à notre peuple de rester calme. Nous ne pouvons pas prescrire à notre peuple, sous prétexte que le prix à payer pour notre libération est lourd et coûteux. Nous ne pouvons pas prescrire à notre peuple de rester dans ses fers. Nous ne pouvons pas conseiller à notre peuple de rester tranquille, gentil, en attendant que Dieu opère un miracle pour sa libération et sa reconstruction. Voilà pourquoi nous disons simplement que les Africains doivent absolument prendre leurs responsabilités en s'organisant. Et il n'y aura pas d'autre solution. Nous pouvons essayer de différentes manières de fuir cette solution-là, de fuir la réalité de l'histoire. Mais cette réalité va nous rattraper et va nous imposer la prise de nos responsabilités. Parce que l'histoire n'a pas indiqué d'autre voie au peuple dominé que la voie de l'organisation absolue pour entamer la lutte de leur libération. C'est une donnée incontournable. Donc les Africains ne vont pas échapper à cette réalité-là. Donc nous disons, encore une fois, que les Africains doivent être lucides et doivent savoir que plus ils traînent leur pas, plus ils refusent d'assumer leurs responsabilités, plus la situation va se complexifier et plus dur deviendra la lutte de leur libération. Parce que d'autres peuples, puisque la nature a horreur du vide, d'autres peuples sont en train d'ancrer leur domination en Afrique. Et les nouveaux pays émergents sont en train de se renforcer aussi. Donc, tout ceci concourt à une complexification, à une difficulté supplémentaire, à une difficulté renforcée du problème africain. Donc, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons retourner à la bifurcation où nous avons été déviés de notre voie naturelle de progrès, si nous voulons retrouver notre cohérence spirituelle, intellectuelle, idéologique, analytique, opérationnelle, eh bien, nous devons nécessairement entamer l'entreprise de notre libération qui, absolument, comporte un coût. Alors, maintenant, je dis qu'il faudra absolument calculer le coût de l'inaction qui doit être mesuré à l'aune du coût de l'action. C'est-à-dire que nous devons faire un exercice très simple, consistant à mettre le coût de l'inaction, c'est-à-dire que si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui va se passer? On liste tout ça. Quelles sont les conséquences de notre inaction? Et si nous continuons comme nous sommes en train d'opérer actuellement, quelles sont les conséquences de cette situation si nous n'agissons pas de manière organisée, de manière rationnelle, de manière intelligente, de manière structurée autour d'un leadership? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences possibles? Dans une colonne, il faut qu'on liste ça. Et puis dans une autre colonne, on liste ce qu'on va gagner, ce qui va arriver, c'est-à-dire le coût de notre action de manière organisée. On liste ça et puis on compare les deux situations. Si on compare les deux situations, on verra que nous n'avons rien à perdre. Au contraire, nous avons tout à gagner en nous inscrivant dans une logique d'action organisée, structurée autour des pensées que l'histoire indique au peuple dominé. Et ça, c'est ce que nous disons depuis plusieurs années maintenant. Et ce discours-là, il ne va pas changer. Parce que les données de l'histoire n'ont pas changé. Donc, notre discours ne peut pas évoluer tant que les Africains n'acceptent pas les évidences. Tant que les Africains ne réalisent pas que la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation qui va continuer, qui va s'amplifier, qui va s'aggraver au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que nous allons refuser d'agir,
eh bien notre discours ne changera pas. Notre discours restera le même. Si bien que nous n'avons même pas besoin de répéter ce discours. Parce que nous avons déjà produit un nombre incalculable de discours, un nombre incalculable d'articles, un nombre incalculable de publications par lesquelles nous exhortons les Africains à la nécessité, à l'urgence de l'action construite autour de la seule pensée qui vaille, c'est-à-dire la pensée de lutte de libération organisée, planifiée et conduite de manière méthodique. Donc, nous n'aurons pas le choix parce que l'histoire, les règles de l'histoire nous obligent, nous contraignent à l'action organisée. Voilà pourquoi nous sommes de ceux qui pensent que parfois, passer du temps à dénoncer le système ne nous est d'aucune utilité. Parce que les travers, les dérives du système, le fonctionnement du système, ça on le connaît, c'est bien de dénoncer ces situations, mais s'engager dans l'action pour faire autre chose est pour nous ce qui est le plus important. C'est ça que l'histoire nous demande comme responsabilité à prendre. Donc, nous ne pouvons pas continuer à décrire les problèmes, à pointer la responsabilité des dictateurs africains, à dénoncer le système, sans jamais être en capacité d'assumer un tant soit peu nos responsabilités en prenant la décision sur nous de commencer par rassembler quelques personnes autour de nos personnes pour commencer le travail de structuration, d'organisation d'une véritable lutte de libération. C'est ça que nous sommes en train de demander aux gens qui nous suivent et aux gens qui veulent bosser avec le Montran. Depuis des années maintenant que nous sommes en train de demander ça, nous avons de la peine à pouvoir nous faire comprendre et à pouvoir véritablement toucher du doigt quelques personnes qui nous reviennent en disant « Bon, on a écouté votre message, on a été chercher quelques Africains, voilà ce que ça donne, on a pu trouver 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 personnes, donc venez, on se rencontre et puis on va essayer de réfléchir, on va essayer de mettre en œuvre, on va essayer de traduire dans le concret ce que vous êtes en train de nous indiquer comme solution depuis des années maintenant. » Donc nous attendons ça impatiemment de nos compatriotes. Nous attendons ça. Nous attendons que les Africains prennent leurs responsabilités de manière autonome, qu'ils aillent chercher d'autres Africains pour que l'action libératrice puisse commencer par être mise en place véritablement. Donc nous sommes en train de nous perdre du temps. Et l'histoire n'a pas indiqué ça aux peuples qui sont dominés. Les peuples qui sont dominés doivent sentir l'urgence d'agir, l'urgence de l'action, mais de l'action pensée et théorisée, construite autour des idées les plus adaptées à la situation. Voyez? Donc c'est ça que l'histoire nous demande. Et plus nous allons traîner les pas dans cette démarche-là, plus la situation va s'aggraver et plus les choses vont se compliquer pour nous et moins nous serons dans la capacité d'agir de manière résolue, de manière ferme pour arriver à nous libérer et à commencer la reconstruction de l'Afrique. De toutes les façons, encore une fois, je dis que nous aimons trop notre peuple pour le prescrire. La solution consistant à lui dire de ne pas risquer sa libération. Parce que si nous risquons en nous engageant dans la lutte de libération, nous risquons encore plus si nous ne faisons rien. C'est-à-dire que le risque de faire quelque chose de manière pensée, intelligente et construite est moins par rapport au risque que nous prenons en n'agissant pas. C'est ça la vérité de l'histoire. Et dans cette logique-là, les Africains ne vont pas trouver la solution en se réfugiant sous le manteau d'autres peuples, sous prétexte que ces peuples-là seraient moins arrogants, moins colonisateurs, moins violents, moins capitalistes que les Occidentaux, qui sont nos ennemis les plus résolus. Voyez, nous sommes en train de fausser complètement l'analyse de l'histoire.
Parce que l'histoire n'a pas indiqué au peuple dominé d'attendre patiemment l'émergence d'autres puissances qui vont s'opposer aux puissances dominatrices actuelles pour pouvoir les affranchir ensuite. Non, chaque peuple doit assumer ses responsabilités. Et je pense qu'il y a un moment donné, les Noirs doivent élever leur conscience politique, doivent élever leur conscience historique pour comprendre que nous n'avons pas d'alliés possibles dans ce monde-ci. Hein? Dans le monde des humains dans lequel nous sommes, le peuple noir n'a pas d'alliés et il n'en aura pas. Chaque peuple défend ses intérêts. Chaque peuple travaille dans l'intérêt bien compris de ses enfants et de sa propre logique. Donc les Noirs ne vont pas continuer à vouloir l'émergence d'autres peuples qui vont concurrencer les Occidentaux, qui vont terrasser les Occidentaux à leur profit. Non. Voyez? Donc, nous avons l'impérieux devoir de nous organiser. L'organisation est la clé de tout. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités pour nous organiser effectivement, nous serons toujours dans cette situation de domination et de soumission. Alors, je ne sais pas, il y a Frère Thierry qui me pose, je ne sais pas si c'est une question, mais je vais voir. Les jeunes qui doivent écouter les grands, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Cela passe par quoi s'organiser car les gens ont peur du sacrifice ultime? Bien, merci Thierry pour cette question ou cette réflexion. Oui, je suis tout à fait conscient que la peur est quelque chose qui tétanise complètement les consciences et qui empêche les volontés de se déployer. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est une constante de l'histoire également. C'est une loi, c'est une règle de l'histoire. La peur négative, parce qu'il faut classifier, il faut faire en sorte que la peur est en double sens. La peur négative, qui est plutôt dans le sens de la tétanisation des consciences, de la peur d'affronter les réalités, la peur d'affronter le système parce qu'on se représente le danger, parce qu'on a vu le danger, on a vu des gens tomber à nos côtés, on a vu la violence exercée contre notre peuple. Eh bien, quand on assiste à tout ceci, qu'est-ce qui se passe? On va adopter une attitude de calme et de démission en disant si on s'y risque, voilà ce qui nous arrive comme conséquence. Du coup, on va renoncer à l'action. C'est tout à fait humain, c'est normal, c'est une réaction normale. Mais par contre, il y a une deuxième version de la peur, c'est-à-dire la peur d'un lendemain difficile, la peur de la difficulté, la peur de laisser un monde encore plus compliqué à nos enfants, la peur d'être soumis, la peur d'être sous la domination d'autrui. Cette peur-là, c'est ce que j'appelle une peur positive qui pousse les gens à l'action. Et c'est cette peur-là que nous devons encourager comme réflexion chez les Africains. Et non la peur qui tétanise les consciences et qui les empêche d'agir. Mais la peur positive, c'est-à-dire la peur d'un lendemain difficile, la peur d'être sous la domination d'une puissance et la peur d'être l'outil des autres, d'être à leur service de manière continue, de sorte que notre peuple ne puisse jamais se libérer et être libre pour jouir des fruits de sa liberté, eh bien, c'est cette peur-là qui doit être cultivée, de sorte à ce que cette peur-là nous pousse à l'action. Donc, c'est normal que dans un premier temps, la peur négative, la peur qui empêche l'homme d'agir parce que, ayant vécu des situations compliquées ou se représentant des situations compliquées sur la base de l'expérience et de la représentation de la mémoire et de l'exercice de la mémoire qui représente le danger et ses conséquences possibles, c'est normal que cette peur-là essaye de gagner du terrain sur la peur positive, c'est-à-dire cette peur-là qui fait que les hommes, ne voulant pas subir ou voulant sortir d'une situation dangereuse, difficile, qui les fait passer
de sujet de l'histoire à l'objet de l'histoire, où ils deviennent des outils au service des autres, cette peur de ne pas accepter, devenir des serviteurs d'autres peuples, c'est cette peur-là que nous devons cultiver. Et c'est cette peur-là qui alimente l'action humaine. Voyez, c'est la peur d'un lendemain difficile qui décide les gens à agir. Et cette peur-là, c'est ça qu'on doit cultiver. Et cette peur-là, c'est ça qui fait changer le cours de l'histoire. C'est ça qui fait prendre des responsabilités aux humains. C'est ça qui fait en sorte que des esclaves puisent en eux, vont puiser dans le tréfonds de leur révolte et de l'inacceptation. La peur que leur situation de servitude et d'esclave continue, eh bien, c'est de là que vient l'énergie libératrice au peuple dominé. Et c'est ça que nous devons encourager. Et puis, deuxièmement, nous allons pouvoir affronter ce système dès lors que nous allons mettre en place l'organisation. Ça veut dire qu'aucun des combattants africains ne doit être isolé, de sorte à ce qu'il subisse lui seul, dans sa chair, individuellement, les souffrances que nous impose le système. Voyez? Donc, il faut construire une chaîne humaine de sorte qu'il y ait une sorte de solidarité entre les combattants, de sorte que les douleurs et les souffrances de l'un puissent être partagées par les autres ou l'autre. Voyez? Donc ça, c'est hyper important de travailler sur cet aspect-là des choses. Pascal Lenoir dit: que peut faire un peuple aux mains nues devant une soldatesque surarmée? Bien sûr que quand on réfléchit de manière empirique, c'est-à-dire que quand on regarde le champ de bataille et qu'on voit une armée suréquipée avec des chars, des avions, des généraux, avec leur habillement, les casques, des choses qui font peur et tout ça, bien sûr qu'on se dit, face à cette armada, à cette puissance technique, technologique, des forces surentraînées, quand on voit ça, on dit au peuple, il vaut mieux ne pas vous y risquer parce que vous allez perdre, donc il vaut mieux ne pas vous engager dans ça. Sauf que cette réflexion-là, elle est complètement fausse parce que l'histoire a plutôt démontré le contraire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que le monde a connu des rois, des plus puissants, avec des armées les plus puissantes, qui ont été défaits par des peuples qui sont déterminés et qui ont décidé d'en découdre et de gagner leur liberté. Sinon, autrement dit, les peuples ne se seraient jamais affranchis de l'histoire et de la servitude, de l'esclavage, de la domination, de la tyrannie des rois. Les Occidentaux en sont les exemples palpables. Ces gens sont sortis des tyrannies les plus sanguinaires pour faire des révolutions avec une armée royale ou une armée dictatoriale très puissante, mais les peuples les ont vaincus. Donc, c'est ce que vous dites là, monsieur Pascal Lenoir, c'est que vous avez complètement tort. C'est pour ça que nous disons qu'il faut connaître les lois de l'histoire. Une des lois de l'histoire, c'est qu'il n'y a aucune puissance, aucune force plus puissante dans un pays qu'un peuple organisé, déterminé et qui est debout, aux mains nues. Absolument. Absolument. C'est là où vous avez tort, parce que l'armada impressionnante au service du dictateur, au service du système, n'a jamais triomphé d'un peuple qui a décidé de s'en sortir. Ça, on peut retourner à la plus haute antiquité, nous verrons que aucune armée aussi puissante telle n'a triomphé d'un peuple qui a décidé de s'affranchir. Ça, c'est clair, ça. Oui, quand le peuple s'engage dans cette bataille-là, il va perdre des plumes, c'est clair, le sang va couler, mais c'est ce qu'on appelle le sang libérateur. Et il faut en être conscient. Un peuple qui s'engage dans une lutte de libération doit être conscient de ça, doit être conscient du fait que, à la limite, des rivières de sang vont couler, mais justement ces rivières de sang vont alimenter sa renaissance. Et c'est une décision qui doit être prise dans ce sens-là. D'où la nécessité pour les faiseurs d'opinion, en tout cas ceux qui essaient de porter cette lutte de libération, ces gens-là ont l'obligation de dire la vérité au peuple africain, de leur dire ce que ça coûte et ce que ça va coûter. C'est pour ça que le Moltra ne s'est jamais engagé dans un discours propagandiste, caressant les Africains dans le sens du poil,
leur disant ce qu'ils veulent entendre. Non, nous sommes dans l'histoire, nous voulons retourner dans l'histoire, nous voulons faire en sorte que notre peuple retrouve sa place dans l'histoire. Eh bien, cela demande un discours de vérité crue pour que les Noirs voient ce que les peuples ont toujours fait lorsqu'ils ont décidé de se libérer. C'est clair, ça. Donc, ce que vous dites là, c'est totalement faux. C'est qu'il n'y a pas de corps constitué dans un peuple, quel que soit le type de régime que subit ce peuple-là, qui ait pu l'emporter sur le peuple qui a décidé de s'en sortir. C'est complètement faux. Les peuples ont toujours triomphé des rois les plus puissants, quels qu'ils soient, avec une armée, une cour royale puissante, une armée royale puissante. Les peuples ont toujours triomphé de ces régimes-là. On peut retourner depuis les commencements de l'humanité jusqu'à présent. Aucun régime tyrannique, quelle que soit sa puissance de feu, quelle que soit la force militaire qui l'appuie, jamais, jamais aucun tyran n'a pu triompher d'un peuple. Ça, c'est une règle basique de l'histoire. Donc, vous avez complètement tout faux en pensant que les peuples aux mains nues n'ont pas le pouvoir. Au contraire, c'est plutôt les peuples nus, les peuples aux mains nues qui ont le pouvoir. Voilà, c'est ça la réalité de l'histoire. Et je défie quiconque de nous apporter la preuve contraire. Vous dites, beaucoup, oui, c'est pourquoi nous devons être sérieux dans nos discours, car beaucoup de Togolais ont déjà trop sacrifié pour rien. Bon, ça, c'est une façon de voir la chose, mais encore une fois, je dis que l'histoire n'a pas indiqué tout ce que nous sommes en train de vouloir, les portes de sortie faciles, les envies qui nous prennent de vouloir résoudre les problèmes les plus compliqués par des solutions que l'histoire n'indique absolument pas. Le discours responsable consiste à dire au peuple dominé leur obligation de prendre leurs responsabilités. Après tout, nous avons le choix entre la servitude et la liberté. Et donc, il faut savoir que la liberté, si on veut l'avoir, ça a un prix. Parce que ceux qui nous dominent, ceux qui nous possèdent, ne vont pas nous laisser comme ça partir. Et nos propres frères africains qui nous oppriment, qui nous briment, qui sont aujourd'hui les négriers modernes, les métayers africains qui nous tiennent et qui maintiennent le système, ces gens-là ne vont pas nous lâcher comme ça, ne vont pas nous laisser partir à l'aventure de la redécouverte de notre histoire et de notre renaissance. Sinon, ça se saurait. Donc, il faut être conscient de notre responsabilité et dire aux Africains qu'ils ont le choix entre s'engager dans cette lutte de libération qui a un coût énorme, mais qui en définitive est l'unique voie que l'histoire indique aux peuples dominés, de sorte à ce que ces peuples-là redeviennent acteurs de leur destin et se reconstruisant et se reconstituant pour ensuite regagner leur place d'où ils ont été déchus dans l'histoire, pour redevenir un peuple respecté et digne. Ou alors, bon, on va rester là en disant que c'est trop douloureux. Eh bien, si c'est trop douloureux, laissons les plaies. Si soigner les plaies, c'est trop douloureux, eh bien, laissons les plaies continuer à s'étendre et à complètement nous neutraliser. C'est un choix. Après tout, nous ne pouvons pas aller contre l'histoire. Mais si nous trouvons que nous avons déjà trop payé de prix pour pouvoir continuer notre lutte de libération, eh bien, c'est aussi un choix qu'on peut respecter. Donc, voilà, les Africains n'ont pas réinventé les règles de l'histoire. Si les Africains veulent devenir libres et reconstruire leur pays, reconstruire leur continent, pour ensuite gagner de la respectabilité qu'ils ont perdue dans cette histoire, dans cette vallée humaine, eh bien, les Africains ne feront pas autre chose que ce que tous les peuples ont fait pour se libérer et essayer de se reconstituer et de se reconstruire, quoi. Voilà. Donc, après tout, voilà, essayons de voir les réalités de ce monde-là et n'essayons pas de nous cacher derrière notre petit doigt
en prescrivant les solutions que l'histoire n'a pas du tout indiquées au peuple dominé. Thierry dit, bon, c'est pas la peur, mais plutôt que on est conscient qu'en face, ils ont des drones, des robots,